Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Lucas Nico, le commentateur de la Betclic Elite sur Sport en France. Donc voici un extrait de notre échange tout de suite. Je vais te dire Thierry Gilardi quand même, parce que dans sa façon de raconter, dans sa façon de commenter, il avait ce petit truc en plus où tu vraiment tu t'identifies à un joueur, ou le petit mot qui fait la différence, en tout cas pour le commentaire français, je pense que c'est celui qui a réussi le plus à mixer l'émotion, le spectacle, l'information et le show, ouais, le show. Avec Lucas, on a parlé de plein de choses. On a parlé de son besoin de partager, de ses inspirations, de son métier de journaliste, celui qu'il a toujours voulu faire, comment il a découvert le basket, avec un petit anecdote particulière en Irlande. Puis on a également parlé du développement de l'e-sport et de sa passion pour raconter des histoires et de théâtraliser un petit peu tout ce qui se passe. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez la regarder en entier. Sinon, il y a des chapitres en haut qui vous permettent de choisir si un thème seulement vous intéresse. Si elle vous plaît de manière générale, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu, également à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup pour continuer. On vous remercie en tout cas du soutien, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et on espère que ça va continuer. Si jamais vous avez un invité qui vous intéresse, un sujet dont on n'a pas encore parlé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ciao, ciao. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on raconte? Bah, je sais pas ce qu'on va raconter, on va voir. Ça va être naturellement. Ça me fait penser à Kian Kojandi quand il lance son podcast Un bon moment, il lance et il dit on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qui va se passer? Rendez-vous dans une heure et demie, on verra. On verra combien de temps ça dure. Bah déjà, merci d'être venu, de m'accorder un peu de temps, de ton agenda qui, je sais, est chargé. De base, t'as toujours plein de projets. Ça va un peu mieux en ce moment. C'est un peu plus Ouais, calme. les vacances, ça aide. Avec le Covid aussi, j'imagine que C'est ça. ça a beaucoup impacté, ça a Oh beaucoup oui, impacté ce que t'as fait. Alors, c'est moi, ça. je voulais commencer par comment tu as commencé toi. Parce que tu as commencé sur YouTube et je crois que tu es le Ok. premier, hein. J'ai regardé un petit peu qui en 2013 faisait des vidéos sur le basket français, hein, bien sûr. Euh, j'ai pas trouvé. Ouais. Ouais, non, mais écoute, tu dis bien parce qu'en 2013, moi j'ai regardé beaucoup ce qui se faisait quand YouTube a explosé, si tu veux. Et je Ouais, me suis rendu compte que le sport était très peu. Enfin, il y avait très peu de gens qui se mettaient sur le sport sur YouTube. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et un jour, je tombe sur un gars qui parlait de basket dans sa chambre, mais vraiment de façon très simple et neutre, avec juste les résultats, raconter un tel a marqué tant de points, un tel a fait ci et ça en NBA. Et je me suis dit, bah, moi qui suis passionné de NBA, j'ai envie de le raconter à ma manière, avec un petit peu de la pop culture, un petit peu du fun, un petit peu de l'info, un petit peu de tout ça, brassé avec mon ton et mon style d'écriture. Et puis la chance que j'avais, c'est que mon père était monteur vidéo. Donc moi, j'ai été bercé très vite dans ce monde-là, dans le montage photo, etc. Donc j'avais cette appétence. Je faisais des films quand j'étais gamin avec mes potes. ouais, Donc ça a été très facile de rassembler une bande de potes derrière pour jouer des des rôles. basketteurs, pour raconter des choses comme ça. Exactement. Donc, j'étais encore au lycée quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, où je parlais de tout et de rien sur le basket américain, puisque à l'époque, je n'étais que sur le basket américain. Ouais, avec un pseudo, le Young Fella. Exactement, le Young Ouais, Fella. Ça s'est fait comme ça parce que c'est vrai que moi, j'ai été bercé aussi par les top 10 américains, avec notamment Kyle Montgomery, ces ah, journalistes qui mettaient de la pêche dans les actions. Et c'est vrai que souvent, c'était une phrase ou un petit mot qui revenait souvent, le Big Fella, le Young Fella, etc. Et je me suis dit, allez, je vais m'appeler comme ça. Et puis, l'œil de la NBA, c'était le nom de l'émission, tout simplement. ouais. Ouais, que j'invite à aller regarder d'ailleurs, ceux que ça intéresse, parce que c'est encore disponible sur ta chaîne actuelle, sur laquelle tu fais maintenant des vlogs. Il y a encore les C'est traces, les vrai. archives. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les Obsidia qu'on connaît aujourd'hui, qui sont arrivés vers 2016-2017. Les Briscoe, même Manu de Channel ou The Paf, au début étaient Ouais. dans mes commentaires et je les voyais. Et après, ils ont créé leur chaîne et ils ont mieux marché que moi parce qu'ils ont su être à la fois de trouver leur ton et en plus d'être réguliers, ce qui était hyper important sur la plateforme, ce que moi, j'ai pas su faire parce que c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette envie d'être journaliste sportif et de débarquer dans une rédaction. Et donc, je considérais mon travail sur YouTube
comme un travail pour montrer quelque chose, pour pouvoir être repéré et pour pouvoir travailler dans des rédactions plus traditionnelles. Ce que eux n'avaient pas forcément envie de faire à la base. Ouais, eux, ils ont bien marché parce que, pour ce qu'ils recherchaient, toi, tu as bien marché par rapport à ce que toi, tu voulais. Concrètement, c'était des objectifs Ce différents. que je voulais, Ouais. Ouais. Et c'est ça. tu t'as parlé de Kyle Montgomery, il y a une vraie patte, je trouve. Enfin, tu t'en as parlé dans les interviews, mais ça se sent. Pour ceux qui le connaissent pas, Kyle Montgomery, c'est celui qui fait les commentaires pour le 3-3, pour le 3-3 international. Mais c'est aussi celui qui faisait les top 10 Ouais. NBA avant et qui avait toujours, il faisait toujours des rimes. Il y avait toujours une sorte de, il y avait vraiment une patte à lui, je trouve, et qu'on n'a jamais retrouvé ailleurs. Mm. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un top 10 court cuts et je dis mais c'est le Kyle Montgomery français. Tu t'es inspiré vraiment de lui un petit peu. Et à Kyle Montgomery, et je pense que le gourou, je sais pas si c'était le premier à le faire, mais en tout cas, moi, c'est la première voix qu'on connaît encore aujourd'hui. D'ailleurs, il continue d'en faire. C'est Bo Estes, un Américain, qui m'a Ouais. vraiment donné envie de suivre ça tous les matins, en fait. Je me levais le matin et je regardais les top 10, je regardais les résumés, et c'était bien raconté. Et c'est comme ça que la NBA aussi vend ses images et vend son empire médiatique, quoi. Et ouais, c'est ce que j'ai eu envie de faire en France, parce que je trouvais qu'en France, bah, ça manquait de fun, de highlight, ce côté un petit peu culture de l'instant aussi, de raconter ce qui s'est passé la veille avec vraiment en fun, info aussi, parce qu'il faut pas oublier l'info et le côté bah, j'apporte quelque chose. Donc quand je regardais les top 10 course cuts, c'est sur Facebook que ça passait à l'époque, je vois ce truc-là et je me rends compte que bah, c'est des actions de N1, N2, N3 dans des gymnases que tout le monde ne connaît pas. Personne ne connaît réellement les joueurs qui sont là. Et Ni du les coup, j'ai clubs. eu envie de vraiment raconter qui étaient ces personnes-là, quoi, tout simplement. Où ça se passe, contre qui il est dans la vie, qu'est-ce qu'il fait. Et parce qu'il y a tout le monde, enfin, tous les joueurs de National ont une histoire personnelle assez marrante, sont passés par des centres de formation mais n'ont pas réussi forcément, ou plein d'autres histoires où ils font un métier tout simplement à côté. Et donc, ça me permettait d'alimenter mon top 10 avec de l'info et du fun. Et de la rime Et, aussi. et de la rime. Parce que c'est ce que j'allais dire. Tu as aussi ce côté, je fais rimer, je fais aller le truc avec. Ça demande du travail. Hein, C'est parce mon que. côté bac littéraire, ça. Bah ouais, parce que tu as fait des études. J'ai eu un bac L. Ouais, tu as fait des études. Mais c'était pour être journaliste que tu as fait ça, Ouais. j'imagine. Ouais, moi j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. Donc c'est vrai que après, quand j'ai voulu me lancer dans ce métier-là et que j'étais encore fin collège, début lycée, j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de vrai chemin tout tracé, puisque même encore aujourd'hui, je vois des gens qui n'ont pas du tout eu le même parcours que moi et qui sont déjà à certaines places, ou d'autres qui n'y arrivent pas et qui ont eu un passage en voie royale par Sciences Po, quoi. Donc Ouais. il n'y a pas de parcours type. Il faut avoir sa personnalité, son envie de faire quelque chose dans la discipline où tu as envie de percer et où tu as envie de faire des choses différentes que tous les autres. Il faut savoir se démarquer dans ce métier aussi. Ouais. Mais j'en discutais avec Paul Nielsen, qui est le journaliste FIBA féminin, qui est spécialiste basket féminin, Ouais. et il m'a dit exactement ça. Il avait sa vie à côté, et puis le basket c'était une passion, puis il a commencé à écrire des articles, et puis un peu, et puis être freelance, et puis on l'a appelé pour un truc, et puis pour un deuxième, et puis pour un troisième, et puis il a commencé à mettre, c'est ce que tu disais avec la chaîne YouTube, à mettre du contenu, et du coup les gens se sont attirés, et puis après c'est une boule de neige quoi, qui descend et qui s'alimente, j'imagine. C'est que Ça ça, s'est c'est que ça ça. s'est passé comme ça Bah, pour toi ça a en été ça plus. pour les courses casse. Ouais. C'est exactement ça pour moi. Je me suis dit, parce que à l'époque, on est en 2016 et j'ai fait mon école de journalisme de 2014 à 2016 à peu près. Et je sors de là et j'avais fait des stages en rédac de sport, etc. Mais il y avait rien qui avait réellement abouti sur du long terme, je veux dire. Et j'étais à l'époque dans une boîte, enfin à France Télé, dans une émission culturelle qui s'appelait Thé au café T'es au à l'époque. café. Et c'était génial, etc. Avec Catherine Sellac, j'apprenais plein de choses. J'apprenais ce que c'était que faire une interview, créer une émission de A à Z. Mais c'est vrai que j'avais le sentiment de ne pas être forcément là où je voulais arriver. Et donc, j'ai cherché d'autres chemins. Et donc, le chemin Court Cuts, le chemin Top 10 m'a permis d'ouvrir la porte Fédération française de basket. Et la Fédération française de basket qui a validé finalement après un essai de 6 mois où j'ai fait des top 10 gratuitement, quoi, où j'essayais de prouver ma valeur et d'essayer de prouver ce que je savais faire. Bah, derrière, ils me font confiance, ils me donnent la Coupe de France à commenter d'abord chez les jeunes en U17, et puis ainsi de suite, ça enchaîne jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et du coup, Le parce que 3-3, etc.
Ouais, parce que ça s'est enchaîné sur plein. Et puis quand on regarde la liste des choses que tu as faites, c'est un bon CV, quoi. À mettre sur une page A4, tu dois galérer un petit peu. Un peu Tu as fait galère. plein de choses. Mais j'ai vu On que, en essaye. fait, j'ai vu que tu avais fait plein de sports différents. Enfin, tu avais été intéressé par des sports. Tu as même fait des vidéos sur ta chaîne de foot. Et le basket, c'est Ouais. une passion de base ou est-ce que tu as beaucoup joué? Est-ce que c'est la NBA qui t'a intéressé? Comment t'es rentré? T'as dit, en fait, parce que tu l'as dit, tu as été dans des formations généralistes sportives, des rédactions sportives. Qu'est-ce Mm. qui t'a fait te fermer vers le basket? C'est une vraie passion ou c'est au fur et à mesure ça s'est construit? Non, ça s'est construit au fur et à mesure, mais on va dire que c'est vrai que depuis tout petit, je suis passionné de sport. J'en fais depuis tout petit. J'ai pratiqué plein de sports différents. J'ai fait de la compétition en natation, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tennis. J'avais cette envie de suivre le foot tout gamin aussi, avec dans la cour de l'école, de commenter des matchs, etc. C'est vrai que le journalisme sportif m'a attiré par ma passion du sport. Quand j'étais petit, je commentais les matchs de FIFA, je commentais les matchs de 2K chez les potes. Et c'est vrai que dès la primaire, il y a un gars qui vient me voir et qui me suit maintenant et qui continue de me parler souvent, mais on en rigole encore aujourd'hui. C'est qu'on devait être en CM1, CM2 et il me dit, ouais, toi, je te verrais bien faire la voix du mec qui fait Zidane, Henry. Tu vois, il me dit ça comme ça. Et c'est vrai que ça a créé quelque chose en moi qui m'a poussé encore plus vers le sport et à me passionner pour ça. Et le basket vient à partir du collège où je pars en Irlande. Je raconte souvent cette anecdote, mais c'est vrai qu'elle a un peu changé ma voie vers la passion qui était à la base le foot et le sport en général, mais vraiment à 100% vers le basket. C'est que je pars en Irlande chez une Irlandaise qui était fan de sport, qui faisait beaucoup de sport, etc. Et je veux m'acheter un maillot. À l'époque, la tendance, c'était la marque Nike qui faisait des maillots sans manches, si tu veux, des maillots de Ouais. foot sans manches. Et j'en vois un, je le repère, etc. Je veux me l'acheter, mais on n'a pas le temps. On part à la pizzeria du coin, etc. Ben, enfin bref. Et le lendemain, j'y retourne avec mon irlandaise et il n'y a plus le maillot en question. Et là, je je suis un peu dégoûté. Et quelques heures après, je sais plus où on va et elle revient avec un sac de ce magasin-là. Et dedans, il y a un maillot de Paul Pierce des Celtics, pensant que c'était un maillot d'Irlande. Et, et moi, je rentre avec ce maillot. Je rentre avec ce maillot en France. Et première chose que je fais, Internet n'était pas ouf chez moi, mais première chose que je fais, c'est que je tape Paul Pierce, quoi. Je tape Pierce, en tout cas, basket, et je tombe sur la NBA, je tombe sur NBA.com, et de là, c'était fini, quoi. La NBA m'avait attrapé. Mais à l'époque, je regardais très peu de basket. Je connaissais, mais très mal. Et donc, c'est vrai que ça a changé un petit peu ma vie cette année de quatrième. C'est fou, c'est comme ça Ouais, dans tout, hein, dans les carrières de joueurs, d'entraîneurs, ça se joue à des détails, des trucs où tu tombes au bon endroit au bon moment, et c'est une belle exact. histoire. C'est une belle histoire. Et du coup, tu jouais au basket à ce moment-là? Non, tu jouais pas. Ben, du coup, je m'y suis mis Tu t'es mis après. cette même année, en fait. Ouais, Ouais, alors dans ma ville, c'était pas hyper développé le basket, donc j'ai eu la chance d'avoir une école, enfin un collège où il y avait la S ouais. basket, enfin il y avait la S foot, j'avais déjà fait la S foot, et c'est vrai que je me suis lancé d'abord dans la S basket, où je m'y suis bien plu, et puis après derrière, je me suis inscrit dans le club de ma ville un an après, et voilà, j'ai joué pendant ouais 3 4 ans à niveau correct avec ma ville derrière, jusqu'à la fin du lycée. Après études supérieures, j'ai dû un peu me calmer parce que j'avais du mal à enchaîner entraînement, aller à Paris parce que j'étais en banlieue parisienne moi, mais Ah bah, c'était l'école tous était à à Paris. Paris, donc c'était pas forcément évident de faire les matchs en plus le week-end quand je voulais enchaîner avec ma chaîne YouTube, etc. Donc j'ai privilégié d'abord ma carrière de journaliste, quoi. Bah, c'est des choix qu'on fait tous de toute façon, hein. Il y a des moments. Mais d'ailleurs, souvent il y a cette blague que tout le monde fait. Bon, j'ai pas pu être pro parce que je me suis fait les croisés, mais ça marche à l'inverse aussi. C'est que quand tu es sportif pro, c'est parce que tu as choisi ça et que tu fais une croix sur Ouais, plein d'autres trucs autour. Et les gens s'en rendent pas forcément compte quand tu viens juste voir un match ou que tu regardes à la télé, tu as l'impression que c'est facile et t'as pas forcément cette vision. Et c'est ce que tu essaies un peu de montrer dans les vlogs aussi. C'est quoi un petit peu
le quotidien quoi d'un joueur et sur à quoi tu as dû renoncer. Toi, c'était un peu l'inverse, Mm. mais ça marche aussi dans l'autre sens, Ouais, je alors pense. après, moi, j'avais pas forcément le talent ni le niveau pour prétendre à être sportif de très haut niveau. Ça, c'est des rêves que tu as quand tu es tout petit, mais moi, je l'ai jamais vraiment eu, quoi. Moi, Hmm. dès le collège, je voulais soit être cinéaste, soit être journaliste. Donc, journaliste sportif, ça me paraissait être le bon choix par rapport à ma passion qui était le sport. C'était la façon d'être le plus près des athlètes qui me passionnaient et des journalistes aussi qui me passionnaient aussi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu cette attirance pour l'aspect média, l'aspect savoir raconter une histoire, la transmettre, partager des émotions. Donc c'est vrai que moi, très très jeune, j'ai regardé les événements sportifs à la fois pour les athlètes, mais aussi pour les gens qui me le racontaient. Est-ce que du coup, alors tu as parlé de la NBA et qu'ensuite, on y reviendra après, tu es parti vers la France, mais du coup, il y a des gens qui t'ont inspiré en NBA. Est-ce que en France, il y a des gens, alors je sais que bah, en tant que footeux, mais en général, Grégoire Margoton, il a marqué une génération entière de gens Ouais. parce qu'il a cette façon de raconter les choses qui est belle. Est-ce qu'il y a d'autres, t'as eu d'autres influences que lui? Moi, j'ai toujours regardé tous les sports et tous les grands événements. Donc, les Jeux Olympiques, ça a toujours été un truc que j'ai regardé. Les émotions, pour moi, sont très bien retransmises par un gars comme Alex Boyon sur France TV, qui sur la natation est très fort, sur le ski aussi de temps en temps. Enfin bref, c'est un journaliste pour moi qui est très bon. Gilles Hardy, évidemment, dans la période 2000-2010 là, où on suivait sur TF1 bah, les aventures de l'équipe de France de foot ou de rugby, hein, parce qu'il a fait un peu le Ouais, il rugby fait les aussi. deux, ouais. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait très bien partager à la fois une information et une passion et une émotion. Donc ça, c'est vraiment les journalistes qui m'ont marqué. Margoton un peu plus après, puisque j'avais pas Canal à l'époque, donc je me suis mis à le suivre vraiment de près un peu après, mais c'est vrai qu'il c'est un super journaliste. Les journalistes basket aussi qui ont été alors même si j'étais encore une fois pas abonné Canal, mais un gars comme Georges Eddy, ça tu finis par l'entendre à un moment donné. Bah Un gars oui. comme David Cosette également, parce que tu veux regarder le basket français et donc suivre un petit peu ce qui se passe et les aventures de l'équipe de France en Coupe d'Europe notamment. Voilà, c'est des choses qui évidemment sont ancrées. Donc s'inspirer de tous ces personnages là, ça a été un petit peu mon truc à moi, ouais. Ouais, David, c'était, enfin, c'est d'ailleurs la référence, hein, parce qu'il a fait, Ouais, j'ai même pas compté, mais doit être à 20-25 ans d'antenne pro, et il ouais, avait, facile, hein. ouais, il a duré longtemps. Et moi, je sais que moi aussi, j'ai eu une passion aussi pour les commentaires depuis tout petit, et le duo David Jacques Monclar. Pour moi, en Ouais, plus, c'était une période où j'étais vraiment à fond. Je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ils ont atteint un ouais, niveau pour moi que même dans d'autres sports, tu vois, on n'a pas retrouvé quoi. Il y avait une alchimie, il y avait un truc, ils s'entendaient bien, enfin, il y avait un truc magique qui émanait de ces deux-là, bon, qui a été cassé quand il y a eu Bein, mais c'était, ouais, pour moi, mm, c'est même, si tu parlais de différents sports, même dans d'autres sports, tu vois, j'ai pas. Chez Eurosport, là, quand ils font. Moi, je suis très cyclisme aussi. Et je trouve que Guillaume Di ouais, Grazia et Jackie Durand, je sais pas si tu connais, ils sont tous les deux bien sûr. aussi. C'est semblable, tu vois. Ils ont vraiment cette relation qu'il faut avoir d'ailleurs, mais que j'imagine tu pratiques aussi avec les Mm. gens avec qui tu commandes parce qu'il faut avoir une alchimie. Ouais, c'est ça. Dans le moment, c'est pas facile. Faut avoir un bon équilibre dans le duo, savoir trouver sa place, savoir, enfin connaître un petit peu son binôme et savoir là où il est bon, là où il a un peu plus de faiblesse et savoir voilà travailler ensemble là-dessus. C'est vrai que pour moi aussi, ce qui te permet d'apprécier un duo ou même un solo, c'est que le gars il transpire la passion ou pas quoi. Et ça tu le ressens facilement. Il y a Ouais, pas, c'est quelque chose qui s'explique pas. Et donc les gens s'attachent à des personnages aussi par rapport à ça, quoi. Et quand tu regardes un match où tu sens pas le match, même si le match peut être passionnant sur l'aspect sportif, il peut être complètement ennuyeux si la personne qui te le raconte n'est pas passionnée. Faut dire ce qui est, quoi. Donc ouais, je suis pour d'accord. moi, évidemment, les Cosette et tout ça ont eu cette capacité à être de très bons anchorman et journalistes, mais en plus
avait la passion qui te permettait d'être transcendé. Et en plus, quand tu as un Jacques Monclar derrière qui t'apporte cette analyse et ce caractère qui lui est propre, c'est top, quoi. Tu as parlé des matchs qui sont serrés et tout, qu'il faut faire vivre. Et il y a aussi l'inverse, qui, moi, je trouve ça Ouais. super dur et j'admire ceux qui sont capables de faire ça. C'est quand il y a 50 points d'écart et des gens qui te font rester et qui te font. C'est dur d'animer des trucs comme ça où bah, y a pas de suspense en fait. Et tu as envie d'éteindre ta télé, mais tu restes un peu pour les gens. Enfin, tu partages la vie du commentateur en fait. Moi, je trouve ça facile. C'est bizarre de dire ça, mais je trouve ça facile parce que quand il y a un match serré, en plus en basket, l'avantage c'est que il y a une profondeur de banc, il y a des changements qui sont possibles à l'infini. Moi, je trouve ça facile avec le basket parce qu'il y a toujours des histoires nouvelles qui émergent de scénarios comme ça. Et C'est justement, vrai. c'est ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que bah, dans notre basket français, si tu as un score large, etc., bah, tu as peut-être un espoir qui va rentrer. Tu as peut-être un joueur qui a jamais encore foulé le parquet qui va rentrer. Et donc, tu peux toujours te rattacher à une histoire, même si tu as un score large. Le basket reste spectaculaire, même si s'il y a 50 points d'écart. C'est pas comme si au foot, tu finis à 0-0. Bah, le match de A à Z, il sera peut-être pas fun du début à la fin. Le basket, tu auras toujours peut-être un contre énorme, même s'il y a 30 points d'écart. Tu auras Mm. toujours un espoir qui va mettre son premier panier de sa carrière en professionnel. Donc, c'est des trucs qui sont, moi, qui me permettent de raconter une histoire que j'avais pas forcément prévue à la base et qui, enfin, en tout cas, j'essaye de faire rester le téléspectateur du début à la fin. Et pour ça, il faut être préparé. Parce que tu peux pas, Ah tu vois, oui, quand tu as un jeune qui arrive, il faut savoir qui c'est, il faut savoir, tu vois, son histoire. Et on en oui. revient au côté professionnalisme où toi, j'ai vu un truc où tu montrais tes fiches. Voilà, faut être prêt, quoi. Non, mais c'est vrai, faut travailler. Et parfois, trop, j'imagine. Parfois trop, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Parfois trop parce que c'est vrai que le travail de fiche, de documentation, c'est hyper important parce que comme tu le disais, il y a des choses qui, enfin, comme je le disais ou tu le disais aussi, c'est qu'il y a des choses que tu ne vois pas arriver forcément. Et donc, en fonction des scénarios où il y en a 18 possibles, bah, le 19e que tu n'avais pas vu, il fallait avoir la petite roue de secours. Donc, c'est vrai que ce taf-là, il est hyper important. Et moi, je m'attache vraiment à bosser chaque joueur dans le moment, dans l'instant T en tout cas où je prépare mon match, du plus important au moins important. Parce que tu t'es pas à l'abri que le joueur le plus important soit pris par 5 fautes et qu'il sorte et qu'il soit remplacé par un joueur qui n'a pas joué beaucoup de temps depuis le début de saison. Donc ouais, évidemment, de l'anecdote aussi. Je check beaucoup les réseaux sociaux parce que les joueurs aujourd'hui communiquent beaucoup là-dessus. Et puis de l'info que je peux trouver dans la presse, sur n'importe quel site qui partage des choses, de la presse française, mais aussi étrangère. J'essaye vraiment de cumuler tout un espèce d'ensemble de choses qui me permet d'avoir des infos et des anecdotes à sortir à chaque match. Et j'essaye des nouvelles à chaque match. Et c'est super chronophage comme travail de Ouf. prendre du temps pour chercher. C'est une question que je me posais en regardant tout ce que tu fais Ouais. et tout, c'est est-ce que tu arrives à. Parce qu'il y a forcément une tendance à t'y perdre un petit peu et à y passer trop de temps et à du coup Ouais. pas avoir un équilibre, tu vois, avec le reste de ta vie. Comment tu fais pour ça? Est-ce que enfin déjà, est-ce que ça t'arrive de dire stop, j'ai trop travaillé ou tu n'y arrives pas encore trop bien? Euh, pour l'instant, j'ai du mal à dire stop. C'est vrai que ma vie, c'est 80% de mon métier. Faut pas que je mente, c'est que je donne tellement parce que je veux vraiment atteindre les buts que je me fixe que pour l'instant, je renonce à beaucoup de choses extérieures à mon métier. Donc, je donne très peu de temps à ma famille, je donne très peu de temps à mes amis, je donne très peu de temps à ma vie de couple, etc. Parce que c'est vrai que je me focalise énormément là-dessus et que mes journées sont longues parce que aujourd'hui je travaille en indépendant en plus. Donc si je travaille pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Si je travaille pas, bah il y a pas de il y a pas de travail tout simplement. Je me donne énormément là-dedans pour ouais puis parce que j'ai pas encore d'enfant parce que je suis encore au début de ma carrière et si je le donne pas maintenant, je le donnerai jamais quoi. Donc j'essaye vraiment de pas trop réfléchir parce que en plus je suis guidé par ma passion donc j'ai cette chance de pas forcément être lassé quand je travaille.
Ça, c'est une chance quand t'es passionné, c'est que Je suis d'accord. bah, je peux passer des heures à rechercher des infos sur Brandon Jefferson, d'aller sur, sur des stats NCAA parce que ça me passionne, quoi, tout simplement. Et oui, les journées peuvent être parfois longues, mais à la fin, le résultat, j'en suis satisfait. Je déteste arriver quelque part dans un match que j'ai pas préparé, parce que enfin, même moi, je me sens pas, je me sens même pas animé de quelque chose, quoi, parce Ça que c'est j'ai déjà pas arrivé. cette envie de raconter quelque chose aux gens. C'est jamais arrivé. Je crois pas. Je crois pas parce que j'essaye toujours de prendre du temps pour bosser les matchs. Même sur Ouais. LNB TV, tu vois, où j'ai cette chance aussi de commenter à la fois sur une chaîne télé traditionnelle et sur LNB TV où il y a un peu moins de monde forcément et où la qualité de l'image est moins Et moins développée. bonne. Ouais. Bah, je me dis, wow, ça va, c'est LNB TV. Mais à chaque fois, je me dis, non, non, bah, en fait, non, en fait, faut que je bosse le match comme d'habitude, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, je prends autant de temps, quoi. Parce que c'est un truc que les gens voient pas forcément, mais t'allumes ta télé, t'es à Bourg-en-Bresse, t'allumes ta télé, t'es à Le Portel, t'allumes ta télé, t'es à Strasbourg, mais ça Ouais. veut dire qu'il faut se déplacer, qu'il faut prendre le train, que le week-end t'es pas là parce qu'il faut prendre le train, arriver avant, préparer le match, faire le Mhm. match, dormir sur place ou repartir. Enfin, ça bouffe une énergie et un temps considérable. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, faut être passionné. Faut être passionné. Mhm. Non, il faut être passionné parce que c'est vrai que, et je me faisais la réflexion la dernière fois qu'on était c'était à Gravelines, et je me disais, bah, le métier qu'on fait, c'est un métier, entre guillemets, d'artiste, c'est un métier de forain, c'est un métier de, comment on dit, d'intermittent du spectacle. C'est toutes ces personnes qui travaillent dans le monde du divertissement et de l'événementiel et qui sont jamais chez eux réellement, quoi, qui sont toujours sur la route à faire des spectacles et à essayer de transposer une émotion et de raconter des choses à des gens qui sont dans leur propre ville. Et c'est vrai que bah, moi, ça me passionne parce que la première fois où j'ai fait ça, c'était sur le 3-3. C'était en 2017 à Lyon parce que j'avais commenté déjà en Coupe de France en 2017, mais la première fois où j'ai vraiment commenté à l'extérieur, j'étais à Lyon et j'ai raconté un lieu, j'ai raconté un contexte, une histoire et un sport. Et là, je me suis dit à la fin de cet événement, c'est ce que je veux faire tout le temps, quoi. Et aujourd'hui, je le fais, donc je peux pas me dire aïe aïe aïe, c'est horrible. C'est fantastique. Tu vas à la rencontre des gens, tu découvres des salles et tu fais vivre des émotions à la télé, quoi. Ouais, non, moi, t'as pas besoin de me convaincre. Je suis convaincu que c'est un métier magnifique. Non, mais attends, transmettre en général, c'est un métier super, hein. Et, Ouais. souvent, voilà, l'enseignement, c'est pas juste je suis un professeur ou professeur des écoles. Tu peux enseigner dans tous les types de métiers. Et, mais dans le tien, c'est vrai que tu as cette combinaison avec le côté artiste, tu vois, c'est une belle comparaison que j'avais pas forcément vue, mais c'est vrai que c'est c'est comme un guide, t'es un guide au musée en fait. C'est-à-dire que je vais au musée, je vais faire une Ouais, expérience et toi, t'es le guide qui vient. Voilà, c'est l'audio guide quoi. Voilà, je viens me faire exactement. guider. C'est beau. Bah oui, Et c'est en ça, plus, c'est un métier. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, pardon, vas-y. Non, non, mais c'est ce que je poursuivais dans ce que tu dis, c'est à la fois savoir transmettre une passion, une information et aussi éduquer une personne qui est peut-être un initié ou quelqu'un qui connaît un peu plus, mais que tu dois accompagner vers quelque chose. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait ce métier, ouais. Hmm. Ouais, je suis désolé, je suis au ski, du coup, je crois que j'ai une demi-seconde de retard sur toi, c'est pour ça que je te bouffe la parole. Je suis désolé. Ah ouais, je crois. Euh, ouais, alors, il y a ça, il y a le transmettre, et puis il y a un bout du métier que tu fais et que je trouve fascinant et qu'il n'y en a pas d'autres qui font, c'est que tu es aussi speaker. C'est-à-dire que tu vas dans les salles pour Mhm. animer, animer. Et de l'expérience que moi j'ai, mais je pense que tout le monde a, c'est un speaker, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait lever la foule, qui danse au milieu, etc. Et toi, tu amènes cette fibre un peu Ouais, plus journalistique. C'est un vrai travail d'équilibriste parce que c'est difficile avec un micro au milieu de la salle de donner des infos, de voilà. Comment t'as eu l'opportunité et comment tu t'en sors? Est-ce que c'est un truc qui vraiment te remplit? Parce que c'est un autre type de métier, mais si tu le fais, c'est parce que t'en ressors ouais, quelque chose, j'imagine. Euh, ouais, Dis-nous en plus. ouais. Bah écoute, c'est vrai que c'est un métier que je pensais pas être capable de faire parce que c'est vrai que être commentateur, c'est vraiment raconter quelque chose pour un téléspectateur. Là, tu as un micro et tu parles à toute la foule qui t'entoure. Et c'est pas mon côté un petit peu timide,
mais quand même, ça reste impressionnant. C'est-à-dire, tu Ouais. parles à une ville entière parfois. La première fois que je l'ai fait, donc la première opportunité qu'on m'a donnée, c'était à Poitiers. Sylvain Meignier, l'organisateur des tournois 3-3 à Poitiers, l'Urban PB, et également les tournois un petit peu européens qui se font avec la FIBA. Et il m'avait donné l'opportunité d'animer sur le côté sportif. Il y avait un speaker traditionnel qui était là pour l'ambiance, donc Vincent Royer. Ouais. Et moi, il m'a donné cette possibilité de rendre le match vivant, si tu veux, pour les gens. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est là où je peux faire quelque chose dans ce métier. Ce sera pas forcément dans faire danser les gens parce que c'est pas ce que je sais faire le mieux. Ce sera pas forcément dans je vais faire une animation de folie sur le terrain avec des gamins qui vont être fous. Mais moi, je vais essayer d'apporter ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire bah, raconter un moment, expliquer ce qui se passe sur le terrain, euh, parler aux gens de qui sont les joueurs sur le terrain, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils représentent, etc. Et moi, j'essaye d'apporter ça aux gens et en général, bah, ça plaît parce que c'est quelque chose d'assez différent de ce que font les speakers classiques, quoi. Donc, encore une fois, bah, moi, j'apporte ce côté bah, travail de fiche en amont, réflexion sur ce que je peux apporter dans les matchs, etc. Donc moi j'adore ça, ouais, ouais, ça complète bien ce que je fais tout au long de l'année dans des salles classiques pour du commentaire classique. C'est un exercice de style, hein, d'être capable de transmettre de l'information. En plus, parfois, tu es dans des salles où la sono est pas bonne. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu une Ouais, expérience comme ça, mais parfois, le speaker, il ouais, parle et on comprend pas ce qu'il dit, quoi. Enfin, c'est embêtant quand même. c'est Enfin, vrai. faut quand même être fort pour capter l'attention alors que c'est presque du bruit de fond, en fait. Et capter l'attention des gens, Ouais, c'est un métier, c'est dur. ouais, et puis la difficulté aussi, c'est comme moi je m'attache vraiment à apporter de l'info et des histoires, bah t'as un travail de fiche, mais les fiches, quand t'es assis, quand tu commentes un match, c'est facile. Moi j'ai mon petit lutin, je déplie, mais quand t'es debout et que t'as un micro déjà dans une main et qu'en plus t'as un peu de vent et puis en plus que t'as un peu de soleil et que t'as des événements météo autour, bah tes fiches c'est pas facile de les lire. Donc il y a un vrai travail aussi d'organisation pour raconter un moment et de pouvoir aussi trouver le moment pour lire au bon moment. Ouais. Ouais, mais oui, c'est un vrai métier et je trouve que, tu vois, c'est super intéressant ce que tu fais et ça gagnerait à être plus démocratisé de façon à ce que on capte les gens qui viennent une fois à la salle. Tu vois, je viens voir un Ouais, match, je sais qu'il y a un club là, mais j'y suis jamais allé, je viens à la salle. Voilà, il y a quelqu'un qui me raconte une histoire, qui m'explique ce qui se passe. C'est comme une série qui me donne envie d'y retourner, en fait. Qui me donne envie d'y retourner et puis exactement. bah, de fidéliser les gens, tout simplement. Enfin, je pense que c'est un vrai métier Ouais, le important. sport, c'est la base pour le sport, ça. Moi, je prends souvent l'exemple de ce qu'a fait Netflix sur la Formule 1. C'est qu'ils ont su capter une audience en racontant correctement des histoires et en mettant voilà, une vraie intensité et des vrais scénarios pour théâtraliser tout simplement le sport. Et c'est comme ça que le sport est passionnant. Un match avec l'équipe A qui gagne contre l'équipe B de 55 à 60 points, bah ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est ce Ouais. qui se passe autour, c'est ce qui se passe pendant, c'est ce qui se passe après. Mais un fait de match, enfin, un résultat de match pur, brut, n'a aucun intérêt. Ouais, c'est un truc sur papier sur lequel tu passes, alors que c'est les histoires. Voilà. Tu prends l'exemple de Netflix avec la Formule 1, c'est incroyable. Moi, j'ai vu des Mm. gens qui m'ont dit, il y a 5 ans, la Formule 1, c'est nul, il se passe rien, on comprend rien. Oh Et oui. qui, après ça, sont devenus fans et suivent les Grands Prix toute la saison. Enfin, c'est fou, ouais, c'est une histoire, il faut raconter. Et je pense que sur le basket, on est un peu derrière certains autres sports qui ont mieux capté ça, cette digitalisation que, que nous, mais c'est en process. On est parti un peu plus tard, mais c'est en train d'arriver. Ouais, c'est un travail d'éducation aussi, mais de faire connaître, d'arriver à l'œil du téléspectateur. Mais c'est vrai que ça change tout, quoi. Tu passes de quelqu'un qui déteste le sport à quelqu'un qui l'adore. C'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Et la Ouais, NBA a su faire ça depuis des années en racontant des histoires, des rivalités, des face-à-face, plein de joueurs qui ont émergé comme ça aussi dans le cœur du grand public. C'est pas pour rien, c'est que il y a eu des vidéos, des interviews, il y a eu un travail de médiatisation du sport qui est hyper important pour
faire rentrer les gens dans les salles et aussi l'attirer devant l'écran, quoi. Tu parlais de Georges Eddy tout à l'heure, il y a plein de gens de la génération avant nous qui ont aimé la NBA grâce à lui, quoi, qui sont arrivés un peu Ouais. par hasard et qui sont restés pour l'énergie qu'il mettait, pour le côté américain en l'occurrence, mais voilà, le côté histoire qu'il racontait avec, Mm. enfin, qu'il raconte toujours d'ailleurs avec sa façon si caractéristique et si particulière de vendre le truc. Ben ouais, ouais, ouais. Il avait quelque chose que enfin, la télé n'avait pas encore à l'époque, c'est-à-dire la culture du show, le côté highlight, le côté personnification aussi. Les gens se sont tournés vers un mythe qu'est Michael Jordan. Et ce mythe-là, il peut être retranscrit dans n'importe quel sport. Aujourd'hui, en F1, c'est Lewis Hamilton, c'est Max Verstappen. Ben voilà, c'est des histoires comme ça qu'il faut savoir raconter et qu'il faut savoir transmettre aux gens dans le basket français. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'en est pas encore capable, mais il y a tout pour. On pourrait très bien faire une histoire avec Victor Wembanyama. On pourrait très bien faire une histoire avec Eli Okobo. Il y a plein d'histoires comme ça à raconter parce que c'est passionnant en fait. Mais c'est juste qu'on n'a pas cette culture-là pour l'instant. Eli Okobo, ça peut être une histoire incroyable à raconter. Eli qui est passé par la NBA, qui a eu des galères de blessures, etc. Et c'est la renaissance, c'est le phénix en quelque sorte qui renaît de ses cendres et qui devient un joueur énorme, peut-être à un moment au début de saison le meilleur joueur en Europe. Voilà, c'est des trucs comme ça. Si tu le suis au quotidien, tu peux capter un nombre de personnes, mais incroyable. Moi, je le vois rien que à ma petite échelle sur mes chaînes YouTube, sur ma chaîne YouTube. Bah, si tu le fais à grande échelle avec des moyens, ça peut être incroyable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et alors, je pense que il y a eu un moment où c'était beaucoup fait. Et le problème, c'est que c'était pas forcément disponible. C'est qu'il y avait Canal qui dominait tout et ils avaient tout. Enfin, Ouais, la Pro A, à ce moment-là, ça s'appelait la Pro A, l'Euroleague. Ils avaient la NBA. Donc il y avait vraiment, il y avait des structures, il y avait des émissions, mais avec vraiment des reportages, comme tu dis, qui racontaient des histoires. Même si c'était pas forcément démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde ne paie pas forcément l'abonnement, donc n'avait pas forcément accès ouais, à ça. Il y a une sorte de dynamique vraiment très bizarre qui s'est passée, où il y a eu de plus en plus de chaînes qui ont investi sur les droits télé, qui ont fait monter les droits télé, du coup les offres sont devenues plus compliquées, et puis il y a eu une pandémie mondiale, où les gens du coup maintenant sont moins... Les chaînes, ils ont moins envie d'investir, ce qui est presque positif en fait, parce que du coup on se retrouve avec du basket sur une chaîne gratuite qui fait des reportages, qui fait de l'animation avec toi en l'occurrence sur Sport en France, qui est une super initiative du CNOSF qui met de mettre du ouais. sport à l'affiche de manière gratuite. Euh, c'est un des chemins pour y arriver. Euh, je pense que. Est-ce que quand le projet t'a été proposé, bon, j'imagine que tu l'as pris parce que forcément, commenter des matchs, c'est parfait, mais est-ce que ce côté un peu, tu vois, chaîne gratuite, publique, ça t'a aussi attiré en plus? Ouais, ouais, ouais. L'opportunité m'a vraiment attiré parce qu'à l'époque, j'étais en CDI dans une boîte de paris sportifs où je parlais de NBA au quotidien. Mais c'est vrai que commenter les matchs, c'est totalement différent. Ouais, il y avait une opportunité de commenter du basket sur une chaîne en clair et gratuite. Donc, j'ai pas trop hésité. Le championnat de France, la première division, c'est là où je voulais arriver. Donc, je me suis pas posé de questions. Je pense que c'était une vraie opportunité pour le basket français l'année dernière parce que les gens étaient tous chez eux et donc étaient tous des téléspectateurs potentiels. Je pense qu'on a un peu raté le virage sur l'équipe notamment. Je pense que l'équipe est une chaîne hyper populaire aujourd'hui et très suivie, mais ils n'ont pas su trouver le petit truc. Alors il y a eu le Covid, c'est vrai, il y a eu l'arrêt du championnat qui était compliqué à gérer, mais je pense qu'il y avait plus de choses à faire que juste le match à retransmettre. L'équipe qui aurait fait, je sais pas moi, une émission basket de 25 minutes, 30 minutes maximum sur une fois par semaine, bah, ça aurait peut-être changé la donne. Ça aurait attiré des gens, un reportage ou deux sur un tel, ça aurait été vraiment positif. Et ça, je trouve que on n'a pas su le faire l'année dernière. Alors aujourd'hui, il y a Bean qui arrive, qui a cette culture du basket et qui sait très bien le faire. J'espère que voilà, Bean restera pas trop concentré sur son basket américain qui cartonne, mais il y a un basket français à développer et pour moi, c'est plus excitant que de continuer à faire ce qu'on sait faire depuis 10 ans, c'est-à-dire très bien parler de basket américain parce que c'est quasiment
du tout cuit, quoi. C'est très facile à Ouais, c'est faire, facile. Ouais. de parler de basket américain. Je suis d'accord. Aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai défi à l'échelle nationale, c'est de rendre notre basket français divertissant et intéressant. Et pour moi, en tout cas, c'est là où j'ai envie d'aller, moi. Je comprends. Pourquoi tu penses que l'équipe ils sont passés à côté? Est-ce que c'est parce que ça n'avait pas été négocié avec la LNB, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre les moyens, parce qu'ils y voyaient pas l'intérêt? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un ensemble de choses. Ils ont mis quand même un peu les moyens parce que leur production était supérieure à la nôtre l'année dernière. Mais je pense que c'est un ensemble de choses. Euh, J'aimais bien leurs consultants, mais je pense que le journaliste qui était là, bah, c'était pas son sport de prédilection. Donc, il essaie d'apporter, parce que c'est un bon anchorman, sa capacité à raconter un événement et à le retransmettre. Mais pour capter une audience, il faut pour moi quand même connaître le sport dans sa globalité, connaître un petit peu qui sont les joueurs en question et connaître des anecdotes, des histoires et avoir quand même un vécu dans le sport en question. En tout cas, pour moi, la chose importante et primordiale pour un commentateur, c'est vraiment de connaître le milieu pour le retranscrire de la meilleure des façons possibles. Et Benoît Cosset, pour moi, n'a pas réussi ça, en tout cas. Moi, je sais pas si on me mettait à l'équipe, la position était difficile hein, parce que forcément, on le met un petit peu sur place et débrouille-toi entre guillemets. Donc, j'imagine que c'est difficile. Moi, je sais pas si l'équipe m'avait dit Lucas va commenter du rugby sur l'équipe en direct. Est-ce que j'en suis capable? Bah, je connais le rugby, mais je suis pas sûr d'être capable de le retranscrire de la meilleure des façons, quoi. Euh, Ça, Ça c'est revient pour à la moi, c'est passion là dont tu où parlais tout à l'heure. l'équipe, Ouais. ouais, la passion, elle est hyper importante. Lui, Benoît Cosset est un passionné de sport, ça on peut pas lui enlever. Passionné de basket, je suis pas persuadé, donc ça peut se voir pour certains. Et puis la deuxième chose pour moi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit un propriétaire de chaîne ou une web TV ou une chaîne YouTube, il faut savoir raconter un événement, mais pas que l'événement. Il faut savoir raconter tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour. Et le basket a une richesse immense autour d'un match, Mm. immense. Et donc l'équipe s'est concentrée sur les matchs, mais a oublié presque l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait autour. Donc pour moi, c'est pour ça aussi que le public au début avait l'air de s'y intéresser. Il me semble qu'ils avaient fait des bonnes audiences au début, et puis ça s'est vachement calmé parce que oui, il y a eu le Covid, mais parce que bah, petit à petit, on se dit bah pourquoi je vais regarder juste un match comme ça par-ci par-là. Il faut capter l'audience en racontant des vraies choses. Mm. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les critiques générales qui sont faites, c'est un peu les deux choses qui sont les plus faites. C'est la qualité des commentaires euh, et, Ouais. euh, enfin, voilà, le fait que l'offre est vraiment disparate et qu'il faut payer ci pour avoir le basket américain et qu'il faut payer ça pour avoir l'Euroleague et qu'il faut payer. Voilà. Et que je pense que c'est, enfin, de ce qu'on voit en ligne, c'est les deux plus grandes critiques entre guillemets, mais même sur les Jeux Olympiques, je sais qu'il y a eu beaucoup euh, de critiques De sur les critiques. commentaires. Pardon? Ouais, sur les critiques de commentaires, ouais. Ouais, sur les Mm. commentaires de France TV. Ça revient à la passion et à la captation c'est frustrant en fait en tant que passionné parce que tu as envie comme tu le disais, le basket a plein de choses. J'invite souvent des gens voir des matchs. Quand ils viennent, ils disent mais c'est fou, c'est trop bien. On est Mm. au show. Il y a un temps mort, il y a un spectacle. Il se passe des trucs sur le banc. Tu vois les joueurs sur le banc, tu vois leurs réactions. Ouais. Le coach, il se passe des trucs, t'entends presque ce qu'il dit. Et il n'y a pas beaucoup de sports qu'offrent ça. Il y a une proximité, il y a un truc Mm. sur ce sport que les gens, quand ils viennent le voir, ils le sentent. Tu vois, quand ils viennent le voir en physique. Voilà, c'est un métier de transmettre. Pour moi, il y a tellement de trucs que j'aimerais faire si j'avais un peu de moyens pour raconter le sport d'une Vas-y, façon allez, nouvelle et de façon différente. c'est C'est parti. frustrant, c'est exactement ça. C'est le mot. C'est parti. C'est Tu veux que parti, je me lance vas-y. sur des. Ah ouais, bah bien Et sûr, bien pour sûr. moi, ce que j'essaye de faire dans les vlogs à échelle supérieure, ça serait énorme. Je sais pas moi. Tu vois un Jean-Denis Choulet qui coach aujourd'hui encore en France,
qui est un monument pour moi du coaching en France, ça serait incroyable de suivre juste le temps d'un match ou d'un entraînement ou vraiment de suivre le coach et enfin vraiment avec son discours, ce qu'il capte ce qu'il essaie de transmettre aux joueurs, de le suivre vraiment de très près. Et c'est ce que peut faire le basket, même sans être un journaliste collé au coach. Tu peux vraiment raconter des choses sur des petits moments clés, quoi. Et ça, on le fait pas encore. T'as d'autres idées? Oui, il y en a d'autres. J'imagine. Il y en a d'autres, mais après, c'est aussi sur l'aspect réseaux sociaux, sur l'aspect communication. Ce que fait hier, par exemple, la LNB pendant le All-Star Game, je me dis, purée, si on mettait ces moyens-là au quotidien, ça serait énorme. Et c'est ce que fait la NBA. Ils font les moyens qu'ils mettent que le temps d'un match ou d'une journée, la LNB met, la NBA, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Et ça, il faudrait le faire. Mais moi, mes idées, évidemment, c'est des choses qui ne se font pas encore, mais des petites vidéos courtes sur des joueurs pour connaître, pour les découvrir, pour les faire parler tout simplement. En fait, pour moi, c'est ça la clé, en fait. C'est de faire parler nos acteurs. Et nos acteurs, pour l'instant, ils sont encore trop muets parce qu'on leur tend pas assez le micro. Mais ça, c'est aussi la réalité des médias qui, pour l'instant, sont encore en train de trop bouder le basket français. Mais est-ce qu'on a déjà écouté? Tu vois, Eli Okobo, on l'a pas trop écouté enfin, on sait qui c'est, on sait où il est passé, mais très peu de personnes l'ont entendu parler en vrai, tu vois. Et il a des choses à dire, il a plein de choses à raconter. Oui, je sais. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que quand tu donnes le micro aux gens, Ouais. ça, moi, c'est un truc parfois, ça me fait frissonner quand je regarde d'autres disciplines ou quoi. C'est que parfois, tu mets le micro sous le nez des sportifs et tu leur poses des questions pas intéressantes ou tu vois, ou qui sont pas en mesure de répondre. Et souvent, tu entends des gens qui disent mais les sportifs, c'est tous des cons de toute façon, ils répondent tous la même chose, que c'est un bon match, qu'ils ont fait un truc physique. Voilà. Ouais, mais ça vient aussi des questions qui sont posées, tu vois. C'est-à-dire que tu leur donnes pas aussi le matériel pour les laisser s'exprimer. Mais après, on en revient à la même chose, c'est la passion et l'envie de poser. Enfin, moi, je te remets mon exemple, c'est que tu me mets là dans un instant T, tu me mets dans n'importe quel match de rugby maintenant et tu me dis va poser une question à un tel. Tu Bah, sais pas si je quoi le lui dire. connais pas, si je suis pas capable de savoir ce qu'il a fait avant, etc., je vais lui poser une question lambda, bateau, simple, et la réponse sera bateau, lambda, simple. Voilà. Ouais. C'est un tout, hein. Tu retransmets ce que tu peux lui donner, en fait. Il va te rendre ce que tu peux lui donner. Que si tu t'intéresses au gars, si tu lui livres vraiment un travail et si tu lui poses des questions pertinentes, bah, le gars, il va déjà se sentir validé, crédible et avoir envie aussi de partager quelque chose à cette personne qui lui a posé une question intéressante. Ouais, je suis C'est d'accord. comme tout. C'est l'intéressant, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut poser des questions intéressantes pour avoir des questions intéressantes, et c'est pas C'est toujours ça. le cas. C'est pas toujours le cas. Et on parlait de digitalisation tout à l'heure. Il y a un sujet que je voulais aborder parce que ça s'est lancé il y a pas longtemps, et comme d'habitude, quand il y a un nouveau sujet qui se lance, t'es au milieu, c'est l'e-sport. Parce que c'est un truc Ouais. qui grandit et que la FFBB s'est lancée dedans. La NBA a déjà sauté sur l'occasion, a fait des tournois, etc. La FFBB a commencé ça. Comment l'opportunité est arrivée? J'imagine que tu as une bonne relation avec la FFBB, donc forcément ça aide. Et c'était aussi une Ouais. volonté de toi, j'imagine, de toucher des gens différents et de démocratiser un petit peu le basket français sur des domaines sur lesquels normalement ils sont pas présents. Ouais, bah écoute, moi j'ai toujours été passionné de sport, mais j'ai toujours aussi joué aux jeux vidéo, hein. T'es un peu de ma génération où on a tous eu une manette dans les mains quasiment enfin, à notre plus jeune âge. Donc forcément, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui est en train de se passer autour du gaming en France et même dans le monde aujourd'hui, avec toute cette popularité autour de grands jeux vidéo. Et j'ai toujours eu envie d'apporter ma patte journalistique à ce monde-là. Parce que je me suis posé la question, est-ce que ce monde-là justement raconte bien les événements? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apporter quelque chose de nouveau dans ce monde-là? Et c'est vrai que la Fédé a eu cette envie de développer ça avec un jeu qui est vraiment populaire dans ce monde du gaming.
où vraiment c'était surtout le jeu de foot, mais le basket qui essaye d'être apporté à ça. Et moi, j'essaye d'apporter ce côté, rendre le plus humain possible les gamers. Ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est là où l'e-sport va pouvoir se développer. C'est en étant capable de mettre un visage, de mettre un nom, de mettre une histoire sur un gamer et de pouvoir s'identifier en fait. Que si tu vois juste des bonhommes s'animer en live sur du virtuel, bah c'est pareil qu'un match en fait. Si tu le racontes pas bien, bah ça va être juste du fait, c'est-à-dire un mec qui va être super fort et un autre qui va être moins fort. Et c'est pas là où tu vas réussir à tirer ton domaine vers le haut, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire aussi, avec la même façon de travailler que sur un match de sport. Il y a J'ai un oublié de te jugement qui citer est le nom porté. du jeu. Bah, non, C'est mais Rocket vas-y. League, hein. Je sais pas si tu l'as cité. Non, je l'ai pas cité. Donc, je pensais que tu allais le faire. Et puis, comme Ouais, tu l'as pas fait, je me suis dit peut-être que t'as pas le droit. Mais bon, j'ai c'est quand même. Non, c'est vrai. Rocket League et puis un petit peu de NBA 2K aussi sur la Coupe d'Europe qu'on a fait l'année dernière. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est les premiers qui sont sur ça, c'est les Américains. Moi, je sais que j'aime beaucoup le football américain aussi. Je regarde beaucoup Madden, le jeu, et Ouais. ils font des trucs, des tournois avec. Il y a vraiment une analyse. Il y a des commentateurs qui analysent tactiquement ce qui est en train de se passer. Il y a des interviews. Voilà, comme ce que tu disais, on raconte un truc. Il y a des fausses conceptions parfois sur le monde du gamer. C'est pas encore très accepté. Il y a des générations qui tapent un peu dessus en disant de toute façon c'est pas un sport, c'est que des jeux, c'est que des gens qui sont avec leur manette. Mais c'est pareil parce qu'ils connaissent pas les histoires. C'est comme tout, c'est-à-dire Ouais. que on est capable de tout comprendre. Il faut juste qu'on nous l'explique et qu'on nous l'explique bien. Et pour ça, bah, il faut avoir le bon canal et puis il faut savoir le faire aussi. C'est un métier aussi de retransmettre ça. Ce qu'on a fait avec la Coupe d'Europe, c'est vraiment passionnant, hein. Pour ceux qui se sont mis devant, c'est qu'on a réuni des sélectionneurs carrément, des gens. On a fait une présélection, une sélection avec vraiment des matchs pour entre meilleurs Français, si tu veux, Ouais. avec des joueurs qui venaient de plusieurs clubs, parce qu'aujourd'hui il y a des vrais clubs d'e-sport qui se sont mis en place. Et il y a eu une sélection française qui était géniale, quoi, parce qu'il y avait un tel qui jouait pour l'OL, parce qu'il y a une équipe de l'OL, avec un tel qui affrontait un autre qui venait d'une autre équipe. Et bref, ça créait vraiment une émulation et c'était hyper fun à raconter parce que il y a des joueurs qui venaient de plus petites structures qui ont réussi à atterrir dans la sélection en éliminant d'autres qui venaient de grandes structures. Et du coup, porter le maillot équipe de France dans cet aspect virtuel, ça a vraiment créé quelque chose d'intéressant avec des visages qu'on pouvait revoir, avec des postes aussi qui sont clés dans le mode Touquet, qui sont proches de ce qui se fait dans la réalité. Donc, il y a plein d'histoires à bien raconter et qui sont passionnantes. Ouais, et puis c'est en train de se démocratiser de fou parce que j'ai eu la chance de visiter l'académie Tony Parker à Lyon et ils ont un pôle gaming Ouais, avec vraiment une formation, une salle, une préparation. C'est une approche professionnelle. Et puis quand on voit, ça draine du monde en plus. Et ça raconte des histoires pareilles. Moi, je sais que au final, quand tu regardes des séries, quand tu regardes des histoires, quand tu regardes du basket, c'est ce que tu cherches au final. C'est d'être connecté à quelque chose, d'être connecté à une histoire, de vivre un truc. Et l'e-sport, c'est pareil. Et en plus, tu as un côté proche parce que quand tu regardes du basket, par exemple, tu as joué un peu à haut niveau, mais c'est difficile de se projeter sur un sport professionnel alors que quand tu regardes des jeux vidéo, il y a un peu ce côté, il y a un peu ce côté accessible, tu vois, je trouve, je qui peux le faire intéresse moi plein de aussi. gens. C'est ça. C'est ça. Ce qui est pas vrai, hein. Mais bon, on a l'impression. Exactement. On a l'impression. Et puis dans le domaine du virtuel, alors c'est tout nouveau, mais moi je suis un fan des jeux de simulation. J'adore. Que ce soit Pro Cycling Manager, qui est un peu mon dada, ou Foot Manager. Ouais. Il y a un jeu de basket, je suis pas sûr que tout le monde soit au courant, mais il y en a un qui s'appelle International Basketball Manager. Et qui c'est qui s'est retrouvé à mettre sa petite voix et à travailler avec eux, c'est toi. J'imagine que aimant les jeux vidéo et puis aimant le basket, c'était un rêve, c'est peut-être un grand mot, mais un truc particulier, j'imagine. Comment ça s'est passé? Ouais. Ouais, ouais, franchement, c'est drôle parce qu'ils m'ont contacté par Twitter et au début, j'avais pas compris que c'était vraiment le jeu vidéo. Donc, au début, j'avais pas forcément compris ce qu'ils voulaient de moi. Ils m'envoient un message en anglais et tout.
sur du ratings, sur de la Pro A, sur de la Pro B. Je comprends pas trop le concept. Et après, en discutant par mail, etc., je comprends que ils sont en train de créer le nouveau jeu International Basketball Manager et qui veulent que j'essaie d'apporter ma connaissance de notre championnat de première division et deuxième division, d'essayer de voilà noter sur le plus proche la plus proche réalité les joueurs, les équipes. Et donc, ça a été un vrai boulot pour retranscrire tout ça dans un jeu vidéo. Et je connaissais pas du tout ce monde-là, enfin, en tout cas de la création. Et j'ai appris à bosser avec ces gens-là qui sont espagnols et donc qui ont essayé de créer une vraie réalité virtuelle sur cet aspect-là, où donc en plus, ils me font apparaître dans le jeu en tant que journaliste. Donc, c'est marrant. Je pose des questions au coach virtuel, etc. Donc ouais, je me suis bien régalé à faire ça. C'était un petit rêve. Le prochain rêve, c'est quand même de commenter dans un jeu, comme sur FIFA ou sur 2K avec les Américains. J'imagine. Et mais le jeu vidéo, alors t'as mis, c'est toi qui as mis les moyennes du coup aux joueurs. Ouais, Déjà, est-ce que tu t'es créé des ennemis ou ça va, pas trop? je m'attendais à pire. En vrai, j'ai reçu quelques messages notamment de staff de plusieurs équipes professionnelles qui me disaient, oh, lui il mérite un peu plus ou lui il mérite un peu moins. Mais globalement, les gens étaient plutôt d'accord avec mes moyennes, donc je me suis pas trop Bon, raté a priori. bon, tant mieux, tant mieux. Et Après, il y a eu comment tu certaines l'as? où Après, il y avait certaines où tu sais, il y a des mises à jour à mettre en place, où certains joueurs n'étaient pas encore à jour, mais ça, c'est pas dépendant de moi, c'était le jeu qui venait de sortir, donc forcément, je pense qu'au début, il y a eu quelques petites erreurs, mais ils sont en train de tout remettre en place là. Hmm. Comment tu l'as approché? Parce que c'est quand même super difficile de se dire. Parce que de dire, ah ouais, lui, il est Ouais, fort dans ça, mais pas moins dans ça, donc je vais lui mettre une note. C'est super dur à faire. Comment t'as approché le c'est problème? super dur. Moi, je me suis basé sur le début de saison. J'ai eu la chance d'être contacté alors qu'il y avait déjà 4 ou 5 journées de jouer en fait. Donc, je me suis Ouais, basé sur ça, sur les dynamiques d'équipe. Après, aussi sur l'historique d'un joueur, si tu veux. Vu qu'on n'avait pas encore assez de recul, mais suffisamment quand même, je me suis basé sur l'historique d'un Mike James qui est passé par l'Euroleague, etc. Donc, il y avait aussi un effort au début quand on m'a contacté, on m'a dit bah écoute, il faut quand même que la première division française soit à une certaine échelle par rapport à d'autres. Et en fait, on m'a fait déjà un comparatif, si tu veux, entre le niveau maximum d'un joueur qui joue en NBA, le niveau maximum d'un joueur qui joue en championnat d'Espagne, etc. Et donc moi, je voyais déjà l'échelle maximum que je pouvais atteindre et l'échelle la plus basse que où je pouvais aller aussi. Et t'es donc, dans un c'est comme ça cadre. aussi que je pouvais construire, voilà, un cadre. Ça m'a aidé parce que sinon, évidemment, tu mets ton plus fort joueur en France à 99. Et puis, dans notre tête, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est le plus bas à 50, quoi, tu vois. Et Ouais. donc, j'avais un maximum de, je crois, 88 ou 87 que je pouvais pas dépasser, quoi. Donc après, Hmm. je faisais mon barème en fonction d'abord du plus haut joueur que j'ai fait. Je me disais, bon, bah lui, forcément, il est moins haut, etc. Donc c'était un vrai boulot, hein. J'ai mis plusieurs jours Ouais, parce j'imagine. qu'il y a vraiment un travail de documentation et de base aussi sur des joueurs que tu connais pas forcément de base ou son niveau actuel, où il commence sa carrière professionnelle pour certains. Donc c'est pas forcément facile, mais il y a ça. Et puis, il y a le travail aussi intéressant sur les potentiels. Tu sais, les joueurs à potentiel qui ont aujourd'hui Ouais. 17, 18, 19 ans, qui sont dans le jeu. Et tu dois aussi imaginer le potentiel où il va. Donc Qui ça, a le c'était plus fun de à faire. potentiel de tout le monde, ouais. Ça, c'est un métier, Actuellement, ça. Ouais. Non, non, mais c'est ce que c'est t'as fait, en ça. fait. T'as mis qui c'est Ah qui oui, avait c'est ce le que j'ai plus de fait, oui. potentiel. Ouais. Et Ouais. donc c'est un sacré truc. Et t'as fait une moyenne générale ou est-ce que t'as fait moyenne en fonction de différents attributs? Ou ça, ils l'ont fait eux-mêmes? Moyenne générale, mais les attributs étaient déjà en place. Donc après, il y avait juste à les modifier, les rectifier et voir un petit peu s'il y avait des erreurs. Mais moyenne générale importante et moyenne d'équipe aussi. Ok. Et t'as eu l'occasion de jouer au jeu, du coup? Ou Ouais. pas?
Ouais, Ouais. ils me l'ont offert quand même. Ils m'ont offert le jeu. J'ai essayé de. Je me suis mis avec quelle équipe, je sais plus. Je sais plus quelle équipe j'ai pris. Mais j'essaye de. Ouais, j'ai joué 2 jours là. J'ai pas eu le temps de trop avec la fin de saison en décembre là. Mais je vais pouvoir m'y mettre là d'ici 2-3 jours. Je crois que j'ai pris le Paris Basketball de mémoire. Et j'essaye de les faire progresser. Voilà, parce que pour l'instant Paris essaye de se maintenir. Donc j'essaye de Ils envoient en recruter quelques Euroleague. joueurs pour. Exactement, c'est le défi, je crois, du club. Ah, mais c'est super. Enfin, moi, je sais que enfin, j'ai pas encore commencé parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai envie d'aller voir un Ouais. petit peu ce qu'il en découle parce que la critique qui avait été faite souvent sur des jeux de simulation de basket, c'est que c'était pas assez poussé, il y avait pas assez de détails de simulation et que du coup, parce que visuellement, quand tu suivais le match, c'était pas beau, donc en plus, bah, t'avais pas l'avantage de la simulation et pas l'avantage de voir le truc en vrai. Et j'ai vu des critiques super positives sur le jeu. Pour l'instant, ouais. Donc voilà, si jamais vous nous écoutez et que vous voulez voir Lucas en direct poser des questions au coach virtuel ou alors que vous voulez lancer votre aventure sur ce jeu, bah, allez-y parce que il a l'air en tout cas, il a l'air super. En tout cas, les rendus sont très beaux et j'ai prévu Ouais, de y ouais, ouais, et mettre les retours bientôt. sont plutôt bons aussi, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et donc l'objectif après ça, maintenant, ça va être Touquet du coup. Touquet traduit en français pour toi. Ben ouais, moi, j'adore hein, Touquet depuis des années. Je joue à Touquet et c'est vrai que les commentateurs américains, on aime, mais j'aimerais, pourquoi pas devenir la première voix sur du Touquet. Ça serait incroyable. Ça serait génial, Un rêve d'enfant, j'imagine, surtout quand on joue beaucoup aux jeux quand on est petit, que tu les bien commenter sûr. dans ta chambre en collège, ce serait beau. C'est ça, c'est ça. Et, et du coup, pour l'instant, alors j'ai une autre question qui je me suis posée, parce que tout ce que j'ai vu de ton travail, c'est du travail en français. Même, tu as commenté des choses avec la FIBA, mais en français. Est-ce que c'est quelque chose Ouais. auquel t'aspires de commenter en anglais, d'aller faire des influences différentes, ou vraiment, toi, tu t'es misé cet objectif de développer, éduquer le monde du basket français et tu as envie de rester dans ce monde-là? Bah, je me ferme pas de porte justement parce que c'est vrai que la FIBA essaye de développer le 3-3, mais pour ces événements internationaux, ils sont sur de l'anglais quoi. Et de ce que j'ai compris pour cette année 2022, c'est que la transition va se faire sur les événements 3-3, même si c'est en France, sur du commentaire anglais. Donc je vais pas avoir le choix et donc je vais devoir me mettre sur du commentaire anglais dès cette année. Donc c'est vrai que c'est un gros travail. Là j'ai pris des cours d'anglais supplémentaires pour vraiment parce que je parle anglais, tu vois, mais c'est vrai que commenter un match pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est un vrai boulot et donc je m'y suis mis là depuis plusieurs semaines pour être sur le rendez-vous d'avril-mai 2022 pour pouvoir être capable de commenter des événements en anglais. Donc oui, il faut que j'y aille, il faut que je me pousse à le faire parce que c'est vrai que aujourd'hui les employeurs ne sont plus que des télés françaises ou des médias français. C'est que aujourd'hui le monde du basket est international et si on a envie de bosser pour tout le monde, faut être capable de parler anglais tout simplement et de commenter en anglais. Ce qui va être un gros défi, donc j'ai hâte. C'est un beau challenge. Donc c'est plus qu'un objectif, c'est que vraiment tu as commencé à t'y préparer en sachant que ça allait arriver et que, du coup tu t'es entraîné un petit peu ou pas trop? J'ai déjà fait sur quelques matchs il y a plusieurs années maintenant sur la plateforme qui s'appelle Spalk, où à l'époque c'était la FIBA qui ouvrait son canal pour des diffusions de basket pour les divisions Les jeunes. Je me jeunes, souviens que j'avais commenté c'était les championnats d'Europe jeunes, ouais. ouais, la Coupe du Monde au Caire U18 ou un truc comme ça. C'était à l'époque où RJ Barrett avait battu les Américains. Et c'était une année où il y avait les Français et donc j'avais commenté plusieurs matchs des Français en anglais. Donc oui, oui, je m'y prépare parce que je savais bien sûr que ça allait arriver un jour. Donc pour l'instant, je suis pas encore opérationnel, mais on en reparle d'ici plusieurs mois. Parfait, bah écoute, c'est noté, on se refera un petit call d'ici 1 ou 2 ans et on verra comment ça s'est passé. Je vais essayer de retrouver aussi, parce que je suis sûr que je peux retrouver tes commentaires sur les matchs. J'ai noté Kerr,
Caire de On peut se trouver. U18 de RJ Barrett, j'irai regarder alors. Et RJ Barrett qui éteint la France hein, en quart de finale, je crois. C'était l'équipe de Baptiste Chouafé. Je crois qu'il y avait Ouais. Adam Mokoka dans cette équipe. Ouais. Et Il y avait Lucas je Ergotte sais aussi, plus le de meneur mémoire. qui c'était. Ouais, c'est possible, c'est possible. Enfin bref, c'était une équipe de France qui s'est fait démembrer par un certain RJ Barrett que je connaissais pas à l'époque. Et je me suis dit, lui, il va faire quelque chose. Et 2 ans après, il était en NBA, quoi. Il avait drivé dans tous les sens, je me rappelle, j'avais regardé ce match. Il avait drivé dans tous les sens et ils n'avaient Tu pas l'avais vu? réussi à tenir sa main gauche. Ouais, je me rappelle où j'étais même. Ah J'étais dans la bah, maison de vacances sur le sud-ouest, dans le sud-ouest, et c'est vrai? je me rappelle, ils les avaient désossés. Désossés. Bon, ils avaient peut-être pas Très 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 bien fort, RJ défendu. Barrett. Non, Faudrait que je regarde le non, non, match. non, Faudrait non. que je regarde le match. Ah, mais le profil était ultra athlétique pour cette catégorie d'âge aussi. Hein. Ouais, il était Quand tu monstrueux. voyais le garçon, il savait déjà tout faire, il était monstrueux, il était plus grand que tout le monde. Sur ses drives, il était inarrêtable et en plus, il avait une bonne main gauche sur la ligne externe, donc il était très fort déjà. Déjà monstrueux. Et bon, il a une carrière exponentielle, hein, donc. Mais c'est le futur, c'est le futur. Mais c'est bien que ils ont fait ça tôt la FIBA par rapport à d'autres fédérations de mettre les matchs en ligne gratuitement partout sur YouTube, de les mettre à disposition que tu puisses regarder avec des commentaires. Alors forcément, ça s'adresse à des passionnés parce que pour tomber dessus, bah, voilà, il faut quand même le vouloir. Mais je trouve que c'est pour la démocratisation du sport, c'est super en fait. On est à une époque où les gens ils ont plus trop envie de payer pour regarder ce genre de trucs. Euh, donc Mm. euh, donc je trouve que c'est bien. Ouais. Bon, après je sais. Ouais, ouais, bah, ils ont compris comment aussi communiquer et essayer de diffuser leur plateforme et leur diffusion au maximum. Donc la digitalisation est passée par là et ils l'ont fait très tôt, quoi, sur des Mm. plateformes de streaming, sur la possibilité de commenter les matchs par des non-professionnels parce que ils ont eu plein de matchs d'un coup à diffuser et gratuitement et donc ils ont trouvé des moyens de le diffuser proprement. Donc ils continuent de le faire et la FIBA fait ça très très bien sur le 3-3, je trouve. Ils ont créé quelque chose. Ils sont partis de zéro. En 10 ans, ils ont créé un vrai contenu propre, bien raconté, bien commenté, bien diffusé sur les réseaux sociaux. Vraiment, ils ont vraiment créé quelque chose de très très solide, je trouve, en 10 ans. Non. Donc c'est dire à quel point le 3-3 s'est développé parce qu'il est olympique maintenant. Et Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a mais eu c'est un vrai travail et un bon travail. c'est ce que j'allais dire. Ils sont partis de zéro pour en faire un sport olympique en 10 ans. Enfin, C'est énorme. En 10 ans. c'est, Je suis pas sûr qu'il y c'est ait fou. déjà eu un sport qui a été olympique en 10 ans. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Mais bah, si, il y a le breakdance qui a toujours existé, mais qui s'est démocratisé, qui s'est structuré récemment. Mais sinon, ouais, Parce qu'il s'est j'ai pas structuré d'exemple. parce qu'il allait devenir olympique, non? Ouais, ouais, c'est possible que ce soit fait dans ce sens-là. Et du coup, c'est un peu de la triche, Parce on que va dire. C'est un peu de la triche. ouais, moi je trouve que le 3-3 a vraiment créé une identité et est parti de zéro parce que c'était pas vraiment la même chose. C'était certes, c'est né dans les playgrounds, mais il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de, enfin, vraiment, ils ont créé quelque chose de A à Z et en 9 ans, c'est devenu olympique. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Je suis d'accord. Avec notre bon vieux Kyle, que moi j'adore, je trouve que, enfin, il te donne envie de regarder le match déjà, parce que voilà, Mm. il raconte ça, et puis t'en as parlé un peu au milieu en parlant des reportages, etc. Il y a une vraie mise en forme, communication sur les joueurs de 3-3. Qui sont les joueurs de 3-3 Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils en sont arrivés là? Et à part, quoi. Et ouais, c'est une vraie histoire. Ça te donne envie de suivre, même si c'est des joueurs qui potentiellement tu peux connaître, parce que notamment dans le basket féminin, c'est quasiment que des filles qui jouent en 5-5, qui sont même en équipe de France. Mm. Ça te donne envie ouais, de suivre leur histoire, quoi. Puis elles sont moins aussi, donc c'est des équipes plus petites, t'as moins de joueurs à décrire, c'est plus rapide, il y a des côtés aussi qui ont été développés volontairement, je pense, pour en faire un truc plus médiatique. Ouais, 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 c'est une vraie volonté. Hein. À chaque fois que je fais un événement FIBA, et c'est toujours là où ils vont en parler avec les speakers notamment, c'est
de parler des surnoms des joueurs, de parler de qui ils sont, voilà, ils ont vraiment cette culture de la personnalisation et de l'identification de joueurs. Et donc, ce qui te permet de créer toute cette atmosphère médiatique intéressante. Et c'est très bien fait sur YouTube où ils font des focus sur un joueur avec de l'interview, avec du beau highlight, avec des belles vidéos, etc. Bah, c'est ce qu'on doit faire aussi dans le basket français, tout simplement. Le côté surnom et tout, ça me fait penser à, tu sais, je sais pas d'où ça vient, hein, mais les Américains, ils ont ce truc-là, un peu comme le catch, l'UFC, où ils font des promos, tu sais, où tu as des vidéos de 3-4 minutes où ils remettent l'historique, qu'est-ce qui s'est passé avant, voilà, avec Mm. une musique un peu dramatique, avec du drame, etc. Et en 3 minutes, t'as envie de regarder un truc que tu savais même pas que t'avais envie de regarder. Et ce concept-là, les Américains le font aussi en NBA, où ils font des mini-vidéos avant les matchs qui te donnent envie de regarder. J'en ai pas encore vu sur trop, en tout cas, sur le basket français, où les trucs, les chaînes, elles font ça, tu sais, mais c'est très des actions. Aujourd'hui, ce soir, à 20h30, vous allez voir tel match. C'est pas forcément un truc qui te raconte l'histoire. Et Non, ils sont ce très serait forts. bien. Ils ont cette culture-là le nickname, l'histoire du personnage, rendre théâtral quelque chose, quoi. Et souvent, quand ils présentent un match, la NBA, je sais pas si tu as remarqué, mais ils présentent rarement une équipe. Ils représentent un joueur. Mhm. C'est LeBron James contre Carmelo Anthony, c'est Trae Young contre Luka Doncic. Parce que c'est aussi rendre intéressant un sport, c'est en mettant un petit focus sur le match avant même que le match soit joué. Et c'est ça on doit savoir faire. C'est rien que d'annoncer un match avec un face-à-face, ça rend le truc attractif. Et c'est comme ça que la boxe fonctionne, c'est comme ça que le catch fonctionne, c'est comme ça que la F1 fonctionne maintenant. C'est comme ça qu'on arrive à fidéliser des gens et à les attirer parce que je pense que si tu prends deux caméras, si tu prends une caméra très large et une caméra de très près, le téléspectateur aura envie de voir du très près parce que c'est là où tu es vraiment dans l'action et c'est là où tu cernes le mieux un sport. Que si tu prends large, tu sais pas vraiment regarder, tu vois plein de joueurs, ça joue dans tous les sens. C'est pour ça que ça marche, c'est comme ça qu'on doit fonctionner aussi, même si c'est pas forcément dans notre culture. Et hier, j'ai fait un tweet sur le All-Star Game en disant, bah voilà, le All-Star Game, c'est un événement qui arrive J'ai une vu. fois, mais la LNB communique super bien dessus et ça doit être tout le temps comme ça. Et il y en a qui me disent, oui, mais le All-Star Game, c'est pas le basket. Oui, mais ouais, mais je leur dis, oui, je suis d'accord avec vous. Le All-Star Game, c'est un événement dans l'année qui doit être un événement différent et vraiment avec une culture du spectacle supplémentaire. Mais la façon dont on le traite, cet événement, ça doit être traité tout le temps. Et c'est comme ça que ça fera la différence. L'histoire que tu racontes est différente, mais le principe Ouais, et la structure de comment tu vas la raconter doit être la même. Je suis d'accord. Je suis c'est d'accord. ça. Et tu parlais des basketteurs, enfin des commentateurs américains. Donc on a parlé de Kyle, des gens qui t'ont inspiré sur les top 10, mais vraiment sur le côté commentaire, est-ce que il y en a un ou deux qui sont, voilà, qui t'ont inspiré ou même que tu admires tout simplement? Euh, je vais te dire Thierry Gilardi quand même, parce que dans sa façon de raconter, dans sa façon de commenter, il avait ce petit truc en plus où où tu vraiment tu t'identifies à un joueur, ou le petit mot qui fait la différence, en tout cas pour le commentaire français, je pense que c'est celui qui a réussi le plus à mixer l'émotion, le spectacle, l'information le show, ouais, le show. Je sais pas, rien que, tu vois, l'exemple de ce qu'il faisait sur TF1, moi ça me passionnait, c'était limite mon moment le plus important d'un match, la Ligue des Champions quand c'était sur TF1. Il arrivait à te vendre le match avant le début du match, juste sur 30 secondes. Et ces 30 secondes, ça m'a marqué à jamais, c'est que il te présentait le lieu, il te présentait le face-à-face, il te présentait l'ambiance, l'enjeu, le, tu vois, il y avait tous les ingrédients sur 30 secondes avec une musique, la musique de la Ligue des Champions qui résonnait, Cristiano Ronaldo face à Wayne Rooney, le grand Milan contre le grand Inter, tu vois, et en fait, ils avaient déjà tout compris TF1 à cette époque-là. Pour moi, ils avaient Hmm. vraiment
le truc qui faisait que tu basculais dans une autre dimension, quand tu basculais dans un grand rendez-vous en fait. Et c'est ça qu'il faut savoir mettre en place dans tous les sports, dans toutes les choses qu'on fait aujourd'hui. Dans la communication, c'est la clé, c'est d'être capable sur très peu de temps, sur un laps de temps court, de te raconter plein de choses et de te donner envie en fait. Et ouais, Gilardi était très fort sur ça. Ah, ça m'a mis les frissons. Et même sur le, même ouais, et puis même, tu vois, sur le, pour moi, un grand commentateur est très fort sur le moment clé, le moment, l'action du match. Tu vois ce que je veux dire? Gilardi, il est très très fort. Tu vois, sur 2006, c'est dans la tête de tout le monde parce que il y a le grand commentaire qui va avec la grande action, le coup de boule de Zinedine Zidane, le but de Ribéry contre l'Espagne. C'est des grands moments parce qu'il y a un grand commentaire qui va avec. Le vas-y mon petit, il est dans la tête des gens. Le oh non pas ça, il est dans la tête des gens. Tous ces moments, Cosette avec le short, il est dans la tête des gens parce qu'il a réussi à trouver la petite phrase, le petit truc. Et moi, c'est ça qui me fait de la peine aujourd'hui parfois, c'est qu'il y a des grands moments de sport qui sont pas si bien racontés que ça. Est-ce que tu es capable de me dire ce qu'a dit le commentateur quand Nicolas Batum a fait le contre? Bah non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu à Tokyo. Il n'y a pas eu un grand commentaire alors qu'on avait une grande équipe de France et ça sublime les actions des athlètes quoi. Et moi c'est ce que j'ai envie de vraiment apporter à mon sport favori, c'est ça, c'est vraiment euh, de rendre le plus sublime possible un geste qui est sublime de base quoi. Ah, ça m'a mis les frissons. Hein. J'ai revu les caméras de TF1 avec la lumière, la musique de la Ligue des Champions Tu vois et très bien Thierry de quoi je Gilardi, parle. c'est vrai. Ah, mais alors, je vois très très bien et si ça vous intéresse, pour les passionnés, il y a une chaîne YouTube, je peux pas dire le nom, mais qui remet les vieux matchs de Ligue des Champions et il commence toujours par l'intro de Thierry Gilardi et j'ai pu perdre des heures et des heures et des heures de ma vie à regarder ça parce que c'est vrai que c'était un génie. Moi, de mon côté, tu vois, il y a, il y a, il y a un mec en NBA en particulier, Jeff Van Gundy, que je trouve fascinant. Parce que c'est un mec qui, dans un monde qui est quand même codifié, c'est-à-dire que tu vois, tu as des règles, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu vois, il y a des choses qu'il faut pas dire, Mm. il y a, on peut pas critiquer tel truc, il faut, même en France, on se vous voit, enfin, tu vois, il y a des choses qui sont ancrées dans l'imaginaire et il faut faire comme ça parce qu'on a décidé que c'était comme ça, il y a un journaliste, il y a un consultant, et puis voilà. Et Jeff Van Gundy, c'est un peu l'ovni pour moi. C'est le gars qui est là au milieu et qui arrive à te transmettre de l'information, mais qui en même temps arrive à te faire te poser des questions. Et ça, en plus de Mm. raconter des histoires, je trouve que c'est super difficile. Et il a plein de vidéos sur lui sur YouTube où ce qu'ils disent les Américains appellent des rants, des moments où il est là et il te dit mais non, mais je suis pas d'accord, c'est mal fait, c'est n'importe quoi. Et pour moi, le plus grand truc qu'il a transmis, c'est le flopping. Le flopping, c'était un truc, il y en avait plein en NBA tout le temps. Et il a fait une fois un truc, ça a duré 3 minutes, je me rappelle, c'était New York-Miami, à New York, où Iman Shumpert, il contacte un peu James Jones, et James Jones, il tombe, et ça siffle faute. Uh-huh. N'importe quel commentateur aurait dit, ah bon, bah, il a un peu simulé. Ou même n'aurait rien dit. Au foot, parfois, ils disent rien, tu vois. Ah, bon, et puis il passe à autre chose. Et lui, il a dit, non, non, mais j'en ai marre de ça. Et la NBA, ils sont d'accord avec ça. Sinon, ils feraient des choses pour changer. Et ils lui ont dit, mais non, mais qu'on fait quoi? Il a dit, bah, tout le monde voit les matchs. Tout le monde sait qu'il a floppé. Donc, tu lui mets une amende. S'il en fait trop, tu le suspends. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard? Ils ont fait exactement ça. Et aujourd'hui, Mm. il y a beaucoup moins de flopping. Et tu parlais d'avoir le bon mot juste au bon moment, être capable de se faire poser des questions aux gens et d'apporter des choses, tu vois, de vraiment réflexion générale et de faire changer le milieu, je trouve que c'est admirable. J'aime beaucoup Ouais, c'est ça. ce commentateur. Et c'est la différence avec mon rôle, c'est le rôle d'un consultant. Et là, tu décris le consultant Van Ouais, Gundy. C'est que c'est un excellent consultant parce qu'il est capable de prendre position. Et un bon consultant est capable de prendre position avec le bon mot, la bonne façon, la bonne formule, le bon phrasé pour faire comprendre aux gens qu'il n'est pas d'accord ou il a en tout cas un avis tranché, quoi. Et le consultant doit être super bon là-dedans je suis totalement d'accord, c'est un excellent consultant. tu penses qu'un un commentateur,
enfin journaliste en l'occurrence, il est journaliste et consultant, on l'a Ouais. dit, le consultant c'est le spécialiste et le journaliste c'est celui qui fait vivre un petit peu l'histoire, en tout cas dans le schéma classique. Tu penses qu'un journaliste, il n'a pas le droit d'être un peu plus dans la critique? Je pense qu'il doit être objectif et ne pas prendre trop parti. Je pense parce que c'est c'est pas notre rôle en fait. Notre rôle, enfin moi c'est ce que je considère comme mon rôle, c'est de raconter des faits, de ne pas forcément prendre position parce que parce qu'il y a des arbitres pour ça, parce qu'il y a des consultants pour ça et parce que je, je sais pas si notre avis est réellement a autant d'aura et d'impact et de crédibilité qu'une personne qui a joué, qui a coaché, qui a vu les choses, qui a vécu des choses. Moi, j'estime pas, en tout cas, être légitime pour donner mon avis suffisamment. Je peux le donner sur des choses, voilà, de temps en temps, ou sur des émissions pour donner un ton. Mais je trouve que c'est pas ma place, en fait. Je sais pas, on est peut-être trop comme ça en France et on est sur ce registre-là. Mais je pense que c'est le rôle d'un journaliste de dénoncer des faits, mais pas forcément de donner son avis, si tu veux. Ouais, je comprends. Alors, tactiquement, tu vois, sur ce qui se passe dans le jeu, bon, c'est vrai que ça, je comprends. C'est vrai que c'est difficile parce que même d'un point de vue crédibilité par rapport à d'autres, peut-être que tu te sens moins, euh, je sais pas comment dirais-je, mais voilà, moins bien placé pour pouvoir faire un commentaire. Mais sur un aspect général, tu vois, du sport en général, parce que la critique, t'es au milieu, donc tu vois comment ça fonctionne. Tu vois, Ouais, tu parlais de ton tweet sur le All-Star Game. C'est une prise de position quelque ouais, part, tu vois, c'est une ouais, critique c'est vrai. indirectement. C'est pas forcément sur le jeu, mais c'est une critique générale. Je sais pas, tu peux intervenir sur, par exemple, tu vois, il y a on passe beaucoup de temps à la vidéo, par exemple, maintenant, tu vois, où il y a souvent, je sais pas, la table qui arrête, etc. Il y a des choses que toi, tu vois. Tu penses que tu te les interdis de les dire dans ce genre de situation, même si elles sont pas forcément reliées avec le basket, ce que je peux comprendre, hein, le côté difficile d'intervenir. Bah, c'est marrant parce que je pense que pendant les matchs, je me l'interdis parce qu'il y a deux camps, tout simplement. Parce que moi, je dois être au milieu, je dois pas être d'un côté ou de l'autre. Et donc, j'estime que ce travail-là n'est pas pour moi à ce moment-là. Après, hors match, c'est vrai que les choses sont différentes. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste a des outils pour communiquer. Les réseaux sociaux en font partie, a la possibilité de s'exprimer dans la presse, les exprimer peut, enfin tout simplement parce qu'on lui pose des questions. Et hors match, c'est vrai que je me sens plus légitime de communiquer, de répondre et de donner mon avis tranché ou non sur des sujets. Et c'est vrai que pendant les matchs, je me l'interdis un peu, ouais. Ouais. Mais je comprends parce que quand tu es journaliste, il faut être impartial. C'est voilà, il faut raconter une Ouais. histoire et parfois c'est difficile, j'imagine, parce que tu commences à connaître des joueurs avec qui tu as une relation. En plus, ouais. Donc forcément, quand tu les vois gagner, bah il y a une petite part de toi, c'est humain, hein, parce que c'est des gens que tu connais, avec qui tu parles. T'es content, et puis il y a des moments où tu les vois tristes, et c'est dur. Euh, Comment tu arrives à être impartial dans ces moments-là quand bah, parfois le cœur il a envie d'être partial? Non, ça va pendant les matchs. C'est vrai que forcément, depuis plusieurs années maintenant, j'en côtoie des jeunes joueurs, même des plus expérimentés et tout. Donc c'est vrai que je suis content quand ils réussissent. Je suis plus triste quand ils ont des moments de doute et des moments de difficulté. Mais pendant un match, j'arrive à faire abstraction de tout ça et d'être capable de faire une punchline sur une personne que j'apprécie humainement ou en tant que joueur. Non, ça va, j'arrive vraiment à faire la part des choses et à être capable d'être objectif à 100%. Parfois, ça peut arriver que, vu que je mets de la passion dans les matchs, tu vois, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent, ah ouais, t'es pro Intel, ah ouais, t'es pro pour telle équipe. Mais je n'ai pas d'équipe en vérité. J'ai une seule équipe et je le dis toujours, c'est les Celtics de Boston et point barre. Et tout le reste, c'est ma passion qui parle pour moi pendant les matchs. Et donc, j'ai pas d'équipe favorite, j'ai pas de joueurs favoris en France. J'ai des affinités avec certains,
mais pas plus que ça. Donc, non, je fais la part des choses pendant un match et j'essaye de ressortir le meilleur de chaque match. Ouais, parce que ouais, c'est pour ça que je te rejoins. Pour moi, un journaliste, c'est la base, c'est que ça doit être impartial et puis ça doit, voilà, raconter l'histoire. Et l'histoire, pour les gens, même si pour toi, tu as des éléments en plus parce que c'est tes potes ou quoi, il faut voilà, réussir à retranscrire ça de la meilleure manière. Ma question par rapport à la critique, tu vois, j'ai eu Johan Janot dans l'épisode précédent, qui est un arbitre depuis super longtemps et qui est passionnant dans la façon dont il raconte. Et il parlait de comment on transmet les règles, comment on retranscrit les règles, tu vois, et que les règles, en fait, parfois les entraîneurs, même les joueurs, ils les connaissent pas. Et Mm. vous, les journalistes, les consultants, les gens qui sont à la télé, vous êtes un haut-parleur, un vocal beaucoup plus important que ce que peut être un arbitre qui, même s'il fait de la formation, tout le monde regarde les matchs et pas tout le monde se met sur YouTube à aller regarder ce que va raconter Yoann Janot ou Eddie Viator ou Fabrice Canet ou des arbitres. C'est difficile parce que il faut transmettre les règles, mais à un moment où tu transmets la règle, tu peux aussi, à partir du moment où tu dis la règle, tu émets un jugement indirectement sur l'action qui vient de se passer. Euh, Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu comprenais pas forcément ce qui se passait, où t'étais pas d'accord avec l'arbitre, mais parce que tu connais la règle, mais du coup t'oses pas le dire parce que, enfin, comment tu gères ce genre de situations qui sont sous stress? C'est Euh, difficile, hein. Non, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Alors pas de pas être capable de reconnaître la règle ou de pas la comprendre, mais parfois de ne pas voir tout simplement des situations parce que parfois Ouais. j'ai pas l'œil, parfois je suis pas au bon endroit au bon moment sur ce que je regarde. Tu es en train de regarder tes Donc fiches et puis en tu vois pas général, l'action. voilà exactement. Tu peux regarder en bas pendant 3 secondes et ça va être suffisant pour rater un moment très important du match. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on est deux, donc je m'appuie en général sur mon consultant si je rate quelque chose. Et c'est comme ça que parfois on se sort de ce genre de situation. Je peux aussi le faire sur un moment où le consultant ne l'a pas vu et je lui explique rapidement, tu vois, dans son casque. Et puis après, voilà, c'est toujours être capable de bien lire les situations, c'est le plus important. Et pour le coup, le consultant a une grosse part là-dedans. Pour moi, en Ouais. tout cas, c'est pas du tout là où je vais me focus pendant un match le plus. Je vais regarder, je vais y prêter attention. Évidemment, on va regarder le nombre de fautes. Ça a été le cas. Attends, c'était l'Asvel ou plutôt Pau Asvel cette saison, où on regarde les fautes à la fin du premier quart-temps. Il y avait 7 ou 8 fautes sifflées contre l'Asvel et aucune contre Pau, tu vois. Pareil en deuxième quart-temps. Et je me dis, bon, on va voir comment ça évolue en deuxième mi-temps. Ça s'est rééquilibré, tu vois. Mais c'est des choses, évidemment, on surveille, on regarde parce que c'est important quand même que les deux équipes soient arbitrées de la même façon. Ouais. Ouais, c'est difficile, hein. Il y a tellement d'éléments quand tu racontes Mm. l'histoire. C'est voilà, et comprendre comment le coach il est en train de gérer, comment les joueurs, là, ce qui se passe dans l'arbitrage, est-ce qu'il y a des erreurs. Enfin, c'est il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos. Il faut savoir. Les plus grands, pour moi, c'est ceux qui sont capables de résumer super bien et d'être capables voilà, de donner des informations D'être synthétiques synthétique. et faciles à accepter. Exactement. Exactement. Bon, écoute, j'ai touché un peu tous les sujets que je voulais aborder avec toi, et puis ça fait déjà 1 heure et demie, on a créé un film ensemble déjà. Ben, ça y est, là. Donc, je voulais juste terminer par, euh, c'est quoi pour toi le match idéal? S'il y a vraiment un match que tu aimerais commenter un jour, que ce soit circonstance, endroit, voilà, le rêve idéal. Vas-y, je te laisse la palette, les stylos, là, qu'est-ce que tu Tous créerais? les outils, peu importe. Là, je peux créer mon match de A à Z, quoi. Le match de A à Z, tu crées ce que tu veux. Ok, bah écoute, le match le plus. C'est David Cosette qui dit souvent mes plus grandes émotions, c'est l'équipe de France. Et pour y avoir goûté un peu à l'équipe de France, c'est vrai que pour que ton match soit le plus beau possible et qui touche le plus de cœur possible, ça sera l'équipe de France. Ça me paraît évident. Donc Ouais, un match de l'équipe de France dans la plus grande des arènes, les Jeux Olympiques, évidemment. Euh, Là, je vais citer un autre rêve, c'est Vincent Collet, c'est battre les États-Unis. Et pour moi, le plus beau match
de l'histoire de l'équipe de France, l'histoire du basket français, ça serait une victoire contre les États-Unis en finale contre Team USA et avec une action de grâce, une action mythique et un compte comme celui de Nicolas Batum ou un game winner. On n'en a pas encore vu un magnifique game winner de l'équipe de France dans son histoire. Ça serait incroyable. Et donc, je sais pas moi, un tir à la Lillard en suspension sur Paul George, un tir comme ça de Evan Fournier ou de peu importe de l'équipe de France en finale contre Team USA, ça peut être que le plus beau des moments de l'histoire. Et d'être Donc je capable, prendrais celui-là. j'imagine, et d'être capable de capturer le moment. Tu disais d'avoir le mot juste à ce moment-là pour qu'on Ah s'en bah rappelle. là, tu vois, rien que de le raconter dans ma tête, je me suis fait les phrases. Hein. Ah bah oui. Donc forcément, c'est aussi ce que j'aime dans mon métier, c'est d'être capable. Tu vois, je regardais le All-Star Game hier. Des fois, je me mettais en mute et je me faisais les phrases, tu vois. Je me faisais les phrases dans ma tête. Qu'est-ce que j'aurais raconté comme ça? Je leur ai dit ça. Le concours de dunk, tu vois, il y avait Johan Makoundou hier. Ben, j'avais envie de dire des trucs, tu vois, parce que j'ai vécu quelque chose par rapport à ce jour-là. Doc aussi pareil, tu vois. J'avais envie, j'ai besoin en fait. C'est plus fort que soi. Donc c'est aussi pour ça que je continue à me battre pour obtenir les places que j'ai envie d'avoir. Bah écoute, je vais pas te demander les phrases que tu as préparées pour les jeux, je te les laisserai et j'espère qu'un jour on Non, aura je les garde. l'occasion de les écouter. Ah, non, je vais pas te les demander. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de les entendre. Et puis dis des paris parce on a une équipe de France fantastique et puis les jeux à la maison, c'est. Ah, ce serait beau. Ce serait beau. Ça va Donc être fou. bon, on va se le garder comme ça. Bon, et puis bah merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu Merci m'as Hugo. accordé. Et puis bah écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure par quelque chose. Moi, je finis toujours. J'essaye de créer une mimique, tu sais, à chaque fois les les gens qui essayent d'installer des rendez-vous ou des choses, ils trouvent des petites phrases, des petits. Denis Brognard, on lui a dit, voilà, il faut que tu trouves des mimiques. Donc, il en a trouvé pour koh et ainsi de suite pour tous les. Donc, moi, ce que je fais à la fin des matchs, c'est à bientôt pour toujours un peu plus de basket français, dans la logique de, on en veut toujours un peu plus. Et donc, je finis là-dessus. Bon, bah à bientôt pour toujours un peu plus de basket français alors. Exactement.